Alors, au cœur du monde de l'éducation, il y a une question qui déchaîne les passions. C'est quoi, au fond, la meilleure façon d'enseigner à nos enfants? C'est un vrai débat. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une des batailles pédagogiques les plus brûlantes du moment. La grande question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il existe une sorte de recette miracle en éducation? Vous savez, une méthode unique qui marcherait pour tout le monde, peu importe l'élève, la matière, tout le temps. C'est vraiment ça, le cœur du débat qu'on va explorer ensemble. En gros, pour simplifier, on a deux grandes visions qui s'affrontent. D'un côté, on a l'enseignant qui est un peu comme un guide de haute montagne, il trace un chemin hyper clair, bien balisé, et de l'autre, on a l'enseignant qui est plutôt un explorateur, celui qui dit à l'élève « Tiens, voilà une boussole, à toi de dessiner ta propre carte pour trouver le trésor ». Bon, avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair, définissons un peu ces deux concurrents. Quelles sont les philosophies qui s'affrontent dans cette bataille? Alors, le premier, c'est l'enseignement explicite. C'est une approche, disons, très structurée. Imaginez l'enseignant comme un chef d'orchestre. Il prend une symphonie qui paraît super complexe, il la décompose en toutes petites notes, guide les élèves mesure par mesure. Bref, il s'assure que vraiment rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. La mécanique derrière tout ça, elle est en fait assez simple mais super puissante. On la résume souvent en 3 temps. Je fais, nous faisons, vous faites. C'est logique, non? D'abord, le prof montre l'exemple parfait. Ensuite, on s'entraîne tous ensemble, un peu comme avec des roulettes sur un vélo. Et à la fin, hop, on laisse l'élève se lancer tout seul. C'est un transfert de responsabilité très progressif, le but étant de construire la confiance et l'autonomie. Et puis, de l'autre côté du ring, on a le socio-constructivisme. Là, on part d'un principe totalement différent. On apprend en faisant, en se cassant les dents sur de vrais problèmes et surtout en travaillant ensemble. L'enseignant n'est plus sur l'estrade en train de faire son cours magistral, non. Il est dans la salle, il circule, il est un peu comme un coach qui va encourager, poser des questions et aider les élèves à construire eux-mêmes leur savoir. Et voilà à quoi ça ressemble. L'apprentissage ici, c'est une sorte de quête collective. Au lieu de recevoir une réponse toute prête, les élèves doivent négocier entre eux, débattre, essayer d'assembler les pièces du puzzle ensemble. Et le rôle du prof, il change complètement. Il ne donne pas la solution. Non, son job, c'est de poser les bonnes questions pour que la solution vienne du groupe lui-même. Ok, maintenant, penchons-nous sur les arguments en faveur de l'instruction directe. Pourquoi est-ce que cette méthode revient autant sur le devant de la scène? Il faut savoir que cet intérêt, il ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur pas mal de recherches et de résultats bien concrets. Et la recherche là-dessus, elle est assez claire. Pour les savoirs fondamentaux, je pense à la lecture, au calcul, eh bien l'enseignement explicite s'avère particulièrement efficace. Et c'est encore plus vrai pour les élèves les plus en difficulté, ceux pour qui cette structure très claire peut vraiment faire toute la différence. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? Le point clé, en fait, c'est ce que les sciences cognitives nous apprennent sur notre cerveau. Quand on découvre un truc complètement nouveau, notre cerveau, il peut vite être en surchauffe, surchargé. L'enseignement explicite, lui, il décompose l'info en toutes petites bouchées, beaucoup plus facile à digérer. Ça permet d'éviter de saturer ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et du coup, ça permet de construire des bases vraiment solides, avant de s'attaquer à des choses plus complexes. Et c'est là qu'on comprend que ce débat, il n'est pas du tout théorique. Les enquêtes PISA, on en entend parler tout le temps, eh bien, elles le montrent année après année. En France, l'origine sociale pèse encore énormément sur la réussite scolaire. Donc pour beaucoup de gens, l'enseignement explicite, ce n'est pas juste une méthode parmi d'autres. C'est vu comme un véritable outil de justice sociale, un moyen de s'assurer que l'école donne vraiment les mêmes clés à tout le monde, peu importe ce que l'on a pu apprendre ou pas à la maison. Mais attention, évidemment, aucune méthode n'est parfaite. Il est temps de regarder l'autre côté de la médaille. Quels sont les risques si on applique cette méthode de façon trop rigide ou exclusive? Et là, la critique principale, elle est assez cinglante. En se focalisant trop sur des procédures très strictes, est-ce qu'on ne prend pas le risque de former des exécutants, plutôt que de véritables esprits critiques? C'est une vraie question. Si on apprend seulement aux élèves à suivre des recettes à la lettre, comment feront-ils le jour où ils devront en inventer une nouvelle, face à une situation imprévue? La critique va même encore un peu plus loin, avec cette image d'une culture sous vide. L'idée, c'est qu'en découpant le savoir en petites unités toutes propres, toutes bien rangées, on risque de le mettre sous vide. C'est sûr, on le protège, mais on le coupe de la réalité. Parce que le vrai monde, lui, il n'est pas du tout bien ordonné. Il est complexe, il est désordonné, il est rempli de débats. Et en aseptisant le savoir comme ça, on risque de lui faire perdre toute sa saveur, toute sa richesse. Pensez-y, quand on automatise une tâche, c'est super, ça libère de la place dans notre cerveau. C'est vrai. Mais il y a un revers. Le risque, c'est de passer en mode pilote automatique. L'action devient mécanique, rigide. On a alors beaucoup de mal à s'adapter si la situation change, même un tout petit peu. Et surtout, on n'est pas du tout préparé à affronter des problèmes nouveaux, inattendus, qui sont, soyons honnêtes, la norme dans le monde complexe dans lequel on vit. Bon, alors, on fait quoi? Faut-il vraiment choisir un camp? Et si la question était tout simplement mal posée? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
En fait, et si ce grand combat de boxe n'était qu'une mise en scène? De plus en plus d'experts s'accordent à dire que cette opposition frontale, c'est un peu un faux débat. Pourquoi? Parce que dans la réalité du terrain, dans une salle de classe, les profs ne choisissent pas un camp. En fait, ils passent leur temps à naviguer entre les deux approches. La vraie vie d'un prof, c'est exactement ça, c'est cette tambouille, ce mélange très personnel. Un bon enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui applique un dogme, c'est plutôt un artisan qui a une boîte à outils hyper bien remplie. Et il sait exactement quand il faut sortir le plan très précis et quand au contraire il faut laisser les élèves partir à l'aventure. Chercher la recette magique, c'est une perte de temps, c'est une chimère. Du coup, le vrai problème, il est là. L'enseignement explicite, c'est un outil formidable. Ça, personne ne le conteste vraiment. Le danger, ce n'est pas l'outil en lui-même. Le danger, c'est quand on en fait une idéologie, une sorte de solution miracle à tous les problèmes. Le véritable enjeu, il est ailleurs. Il s'agit de former des enseignants qui maîtrisent plusieurs outils et surtout qui savent quand et comment utiliser le bon. Finalement, la bonne question n'est peut-être pas « quelle est la meilleure recette ?», mais plutôt « qu'est-ce qui fait un grand chef en cuisine ?» Qu'est-ce qui fait qu'un enseignant, face à sa classe, sait intuitivement quel outil sortir sa boîte, à quel moment précis et pour quel élève en particulier? C'est peut-être ça, au fond, le véritable art d'enseigner.